Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons parler du principe d'inertie. C'est un principe qui est fondamental de bien comprendre pour démarrer la mécanique et la mécanique du point et essayer de comprendre finalement le mouvement des objets et de pouvoir l'interpréter d'un point de vue des interactions et des forces qui s'exercent sur eux. Donc dans l'exemple qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un système qui est constitué d'un glaçon. Donc notre système, c'est un glaçon qui est utilisé dans le référentiel terrestre, supposé galiléen par approximation. Donc là, on a un glaçon qui est posé sur un plateau métallique d'un camion. Ce glaçon, initialement, est immobile, hein, le camion est immobile, puis le camion va démarrer. Et on va s'intéresser aux différentes forces que va subir le glaçon sur les trois phases du mouvement. Alors le mieux, c'est que je démarre la petite animation qui est ici, pour bien comprendre comment ça va se passer. Donc, au tout départ, à l'état initial, on a notre glaçon. On fait un peu le bilan des forces qui s'exercent sur ce glaçon lorsque le camion est arrêté. Alors, première force qui va s'exercer sur lui, c'est le poids. Vertical, dirigé vers le bas, et dont la norme vaut m fois g, la masse du glaçon, fois la valeur de la pesanteur. Alors, deuxième force qui va s'exercer sur lui, comme ce glaçon est en interaction avec le système camion, c'est la réaction du camion. Le camion l'empêche de tomber plus bas. Il y a donc une force que le camion exerce sur le glaçon qui est opposée au poids. Elle va être verticale, dirigée vers le haut, et son point d'application sera évidemment la surface de contact entre le camion et le glaçon. Voilà, ça c'est la première partie. Donc là, notre glaçon est immobile et on observe sur le schéma que ces deux forces sont opposées. Ces deux forces qui sont opposées, on peut aussi dire qu'elles se compensent. Pourquoi elles se compensent? Parce que j'ai une force verticale dirigée vers le bas, le poids, une force verticale dirigée vers le haut, la réaction, et quand on regarde leurs normes, elles sont exactement identiques. La norme, je te rappelle, c'est la valeur de la force exprimée en newton, c'est le nombre de newtons de chacune des forces. Bon, maintenant, dans un deuxième temps, notre camion va démarrer. Alors, si notre camion démarre, quel va être le mouvement du bloc de glace? Lui, il va rester immobile. Il va rester immobile parce que on va supposer que à cet endroit-là, il n'y a pas de frottement et qu'il y a une légère petite pellicule d'eau qui va permettre au glaçon de glisser sur la remorque. Donc le camion se déplace et au moment où il n'y a plus d'interaction entre le système camion et le système glaçon, dans ce cas-là, il n'est plus soumis qu'à son propre poids. Alors là, il n'est plus soumis qu'à une seule force, et évidemment, le mouvement du glaçon, ça va être une chute. Il va chuter. Et à ce moment-là, s'il n'est soumis qu'à son propre poids, on dit qu'il est en chute libre. Donc le glaçon descend jusqu'au moment où il va rencontrer un autre système, le sol. Ce même système va exercer une force sur ce glaçon, la réaction du support, la réaction du sol, qui va compenser le poids. Et le glaçon sera de nouveau immobile. Alors revenons un petit peu sur le bilan de ce mouvement, de cette étude de mouvement. Donc dans le premier cas, on a, si on doit faire le bilan des forces, on a le poids qui est vertical dirigé vers le bas, la réaction. Donc ici on décrit P, donc on n'oublie pas le petit vecteur au-dessus, poids du glaçon, on marque à quoi correspond cette force, la direction, le sens et la norme. Et de la même manière pour la réaction du support. Dans cette deuxième phase ici, donc là le glaçon est immobile, dans cette deuxième phase où le glaçon est en chute libre, il n'est soumis qu'à son propre poids, donc j'ai réécrit l'expression de la force. Et dans le troisième cas ici, lorsque le glaçon est posé sur le sol et qu'il est à nouveau immobile, il est de nouveau soumis à deux forces, la réaction du sol et son poids qui lui n'a jamais changé tout au cours de cette étude. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a deux choses qu'il faut retenir de ça, c'est que lorsque le glaçon était immobile, il était soumis à des forces qui se compensaient, qui avaient même direction des sens opposés et la même norme, mais lorsque ce glaçon était en mouvement, il était soumis à un ensemble de forces. Quand on fait cette somme de forces vectorielles, cette somme de forces vectorielles, elle est non nulle. Alors on poursuit sur une autre activité. On imagine un savon, voilà, donc tu prends un savon qui a été posé dans une salle de bain et qui n'a pas été utilisé depuis longtemps, bien sec, et tu le lances sur une planche de bois. Bon, ce savon, il va s'immobiliser relativement rapidement. Donc on va faire le bilan des forces qui va s'exercer sur ce savon. Il va y avoir son propre poids, comme d'habitude, vertical, dirigé vers le bas, dont la norme vaut la masse de ce savon fois la valeur de la pesanteur. Il va y avoir la réaction du support, dont le point d'application est à la surface de contact entre le savon et le support.
verticale dirigée vers le haut de même norme que le poids, et on va rajouter une force de frottement. Alors cette force de frottement, je l'ai dirigée vers la droite, parce que dans cet exemple-là, j'ai dit que le savon, lui, se déplaçait vers la gauche. Ces forces de frottement vont s'opposer au mouvement, et ces forces de frottement, bon, c'est ce qui va finalement faire que notre savon va ralentir. Ok. Et si maintenant on commence à mettre de l'eau sur le savon, eh ben on va diminuer cette force de frottement. On va diminuer cette force de frottement si jamais la table est mouillée, et diminue et le ralentissement est moindre. C'est-à-dire qu'on est un peu plus proche d'un mouvement de translation rectiligne uniforme. Alors je te rappelle vite fait ce que c'est qu'un mouvement de translation rectiligne uniforme. Un mouvement de translation rectiligne uniforme, ça veut dire que le vecteur vitesse va rester invariant. Il aura toujours la même direction, le même sens et la même valeur. En gros, il se déplace à vitesse constante et en ligne droite. Donc, dans l'absolu, on pourrait très bien se dire, et si jamais il n'y avait plus de force de frottement? Voilà, admettons qu'on invente une super eau ou un super savon, et qu'il n'y ait plus de force de frottement, et ben dans ce cas-là, notre savon, il continuerait à glisser indéfiniment si on avait une table infinie sur laquelle le faire glisser. Donc là, ça voudrait dire que finalement, ce vecteur vitesse, il resterait constant, parce que la somme des forces qui s'exercent sur lui est égale à 0. Il n'y a plus de force de frottement. Et on a vu que le poids compensait la réaction. Donc si on fait cette somme vectorielle, le vecteur rouge plus le vecteur bleu, eh ben on obtient un vecteur nul, pas de vecteur. Donc ce système-là se comporterait comme s'il n'y avait aucune force qui s'exerçait sur lui. Donc en fait, il avancerait à l'infini, toujours en ligne droite, à la même vitesse. Alors maintenant, il est temps de définir le principe d'inertie avec sa définition. Alors je vais te la lire et puis après on va essayer d'expliquer un petit peu tous les termes. Tout corps reste dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Alors ça, on va l'expliquer. Il reste dans son état de repos. Alors le repos en mécanique, ça veut dire immobile, il bouge pas. Okay, ou de mouvement rectiligne uniforme. Alors ça, on comprend bien, c'est ce qu'on vient de dire. Mouvement rectiligne uniforme, il se déplace en ligne droite avec une vitesse constante. Voilà, ce qui veut dire que le vecteur vitesse reste constant en direction norme et sens. Si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'était le cas, par exemple, de notre savon s'il n'y avait pas les forces de frottement. On a bien le poids qui est compensé par la réaction et notre savon avancerait avec un mouvement rectiligne uniforme. C'est aussi le cas, dans le cas du repos, de notre glaçon. Quand le glaçon était posé sur la remorque du camion à l'état initial, il était soumis à son propre poids et à la réaction du camion, et il était immobile. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si tu as une somme de forces, et une somme vectorielle, hein, tu fais une somme de vecteurs, si tu as une somme de forces qui vaut 0, c'est-à-dire que toutes les forces se compensent, alors soit ton solide il est immobile, c'est le cas du glaçon, dans le premier exemple, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Ok, maintenant on va voir la contraposée du principe d'inertie. La contraposée du principe d'inertie, ça veut dire que s'il n'est pas au repos, et s'il n'est pas en mouvement rectiligne uniforme, ça veut donc dire que la somme des forces qui s'exercent sur lui ne se compense pas. C'est le cas du savon avec des forces de frottement. Il est en mouvement rectiligne certes, mais pas uniforme, parce que sa vitesse diminue. Ça veut dire que cette somme vectorielle ici, le poids plus la réaction plus les forces de frottement, n'est pas égal au vecteur nul. Ok. C'est aussi le cas, par exemple, lorsque le glaçon venait de quitter la remorque. Je te rappelle, il était en chute libre. Il était en chute libre, il n'était soumis qu'à son propre poids. Et dans ce cas-là, il avait bien, il chutait de manière verticale certes, on avait un mouvement rectiligne certes, mais ce mouvement n'était pas uniforme parce que la valeur de la vitesse augmente. Voilà. Alors je profite aussi pour tordre le cou à une idée reçue, celle qui tend à dire que lorsqu'on prend un virage en voiture, oh là, faut que j'aille chercher ma petite animation. Voilà. Lorsqu'on prend un virage en voiture, il existe une force qui apparaît, la force centrifuge. Donc, c'est une force qui serait présente et puis qui voit quand tu prends un virage. Non, ça n'existe pas. La force centrifuge, c'est une vision de l'esprit. Il faut envisager ce type de sensation d'un point de vue du principe d'inertie. Ici, si on prend une boule de bowling à l'arrière d'une voiture qui va prendre un virage, et cette boule de bowling, elle va tendre à conserver son vecteur vitesse. Elle va conserver son vecteur vitesse en direction sens et norme, et finalement, elle va continuer tout droit. Alors, quand on regarde la vidéo, on prend la voiture qui aborde le virage, donc elle est à vitesse non nulle, et elle aborde ce virage. La voiture, elle, va tourner,
Et par contre, la boule, elle va continuer à avancer de manière rectiligne et uniforme. Et là, quand on regarde la trajectoire de cette boule, c'est une évidence, elle avance de manière rectiligne et son mouvement est uniforme, hein, puisque la distance entre chacun des points reste la même, et on imagine que c'est une chronophotographie qui a été faite avec des durées égales entre chaque photo. Et puis finalement, cette boule, elle se retrouve calée sur la droite de la voiture. On a l'impression qu'elle est éjectée du virage, mais en fait, ce n'est ni plus ni moins que le principe d'inertie. Elle va tendre à conserver son vecteur vitesse, donc en direction sens énorme, tant qu'une autre force ne va pas s'y opposer. Et là, au moment où elle arrive en butée contre la plage arrière de la voiture, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une interaction entre le montant de la voiture et la boule qui va s'opposer à ce que cette boule continue sa trajectoire son mouvement de translation rectiligne uniforme. Elle va être obligée de prendre le virage, quoi, voilà, cette boule. Donc finalement, elle était posée sur la plage arrière de la voiture, elle était soumise à son propre poids et à la réaction du support, hein, de la plage arrière. C'était deux forces qui se compensaient. Très bien. Et maintenant, donc elle continue en translation rectiligne uniforme, et il n'y a qu'à partir du moment où elle va rentrer en interaction avec un autre système que son mouvement va être modifié. Et elle ne sera plus sur un mouvement rectiligne uniforme. Donc ça, c'est typiquement le principe d'inertie appliqué à un virage en voiture. Donc c'est pas une force qui apparaît, c'est simplement cette sphère, cet objet, tous les objets dans la voiture, hein, vous-même c'est la même chose, qui va tendre à conserver son mouvement de translation rectiligne uniforme. C'est le même principe dans les autotamponneuses. Hein. Quand tu avances en ligne droite en autotamponneuse, tu vas conserver ton mouvement de translation rectiligne uniforme. Au moment du choc, tu continues à conserver ce mouvement de translation rectiligne uniforme jusqu'au moment où tu rencontres le volant, voilà, boum, tu tapes dedans, et là tu rentres en interaction avec un autre objet, et c'est lui qui va modifier ton mouvement, il va te freiner fortement, donc il va modifier la valeur de ta vitesse. Voilà, écoute, j'espère que tu as compris le principe d'inertie avec ces quelques exemples, et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.